Bienvenue tout le monde dans l'édito. Cette semaine, on va revenir un petit peu sur des éléments d'actualité qui sont sortis dans les derniers jours encore Mmh. par rapport aux fameux véhicules électriques. Ouais. Donc, on sait que je ne sais pas pourquoi, là, c'est devenu un peu une obsession dans les médias québécois. Là. On parle de ça sans arrêt quand c'est pas l'électrification des transports lourds, et des autobus, des camions, tout ça, c'est celui des voitures. Donc, moi, ça fait des années et des années que je dis qu'un truc comme ça va arriver. Tout le monde disait: «Vous êtes fous». Je me souviens même d'une entrevue. C'était l'ancien ministre des Transports dans le temps des libéraux de Couillard. Comment il s'appelait? Robert Poitier. Robert Poëtier. Robert Poëtier avait donné une entrevue à la radio dans le temps. Il avait dit: «Écoutez, ça va être extraordinaire, les véhicules électriques. Les gens ne paieront plus d'essence, ne paieront plus de taxes sur l'essence. Tu sais, il va te rester en gros ton permis à payer, tes plaques, puis après ça, tu es libre. Parce que l'électricité coûte quasiment rien. Tu sais, ça va être il nous Mmh. présentait ça comme étant des économies pour les individus de milliers de dollars par année récurrents jusqu'à la fin de leur jour. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ça a l'air trop beau pour être vrai, presque. Et à l'époque, des gens, dont moi, on avait soulevé l'idée suivante, que c'était sûr et certain que passer un certain seuil critique, les revenus de l'État qui proviennent des taxes sur l'essence et de certains frais associés aux véhicules à essence ou au transport à essence allaient fondre comme neige au soleil et qu'on allait inévitablement, à un moment donné, payer d'une autre manière. On nous disait Mmh. que c'était faux. Ah non, c'est faux. De quoi vous parlez? Le but, c'est de soulager les Québécois, puis même le passage à l'électrique va être une réduction du fardeau fiscal. J'ai entendu ces trucs-là. On nous a dit que c'était faux, c'était faux, c'était faux. Depuis quelques années, on entend parler de la fameuse histoire de la taxe kilométrique, là. C'est une idée Oui. qui provient d'Europe, je pense, comme toutes les C'est cochonneries. une vieille On histoire. Je me rappelle, j'avais écrit un texte là-dessus en 2013 pour le Prince Arthur Herald, là. Ça avait déjà ça passe, ça revient, là. Ça Cochonnerie. part, ça revient, et cetera. Mais là, avec l'arrivée de l'électrique, on nous dit que c'est de plus en plus probable. Et là, on dit dans le Radio-Canada, c'est un dossier qu'a travaillé Thomas Gerbet, Mmh. et on dit une taxe supplémentaire pour les véhicules électriques. Les propriétaires de véhicules électriques pourraient-ils devoir payer une taxe additionnelle sur l'immatriculation? Le gouvernement Legault confirme que des réflexions sont en cours pour trouver des façons de combler l'éventuelle baisse de revenus provenant de la taxe sur l'essence en raison de la diminution des ventes de véhicules à essence au profit des véhicules électriques. Qu'en pensent les usagers? Le reportage de Cathy Cloutier. Ouais. Donc, c'était un reportage de Radio-Canada. Je ne ferai pas entendre nécessairement, là. Non. Mais, et là, il y a Thomas Gerbet, justement, qui a parlé de ça plus ouvertement sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai le post pas loin, mais il disait, je vais vous retrouver ça. Oui, il avait fait un post pour Ben, dire comme quoi c'était à l'étude, là. Oui. ouais, exactement. Il avait fait un post pour dire comme quoi que c'était à l'étude en ce moment. Et là, bon, il y a plein de gens qui disent «Ah non, c'est pas vrai», puis connaît rien là-dedans, il a inventé ça, puis Mais il c'est parce qu'il a posté sur 2 trucs. Il a posté sur ça, qui référait davantage au truc de Cathy Cloutier que tu viens de mettre à l'écran, puis il a posté également aussi sur le circuit électrique, le réseau des bornes de ouais, recharge. Comme quoi qu'il avait été question, pardon, que possiblement qu'Hydro-Québec se retirerait de ça vers 2029-2030 pour laisser une place au privé. Fait que là, bon, là, il y en a qui ont pris ça comme une attaque de fond. On disait, ben non, Hydro-Québec, c'est une fierté. Puis tu avais les commentaires de Domien qui se faisaient aller. Puis tout. ah ouais, Mais c'est incroyable. là, il y a eu un démenti de ça pour dire, ben, en gros, tu as Daniel Breton notamment qui est sorti là-dessus, mais tu en as eu d'autres aussi parce que dans le fond, là-dessus, Thomas Gerbet, c'était pas tout à fait exact ce qui se présentait. C'est-à-dire que le privé occupe déjà une part importante au niveau des bornes de recharge. C'est-à-dire que oui, tu as le circuit électrique, mais tu as également le réseau de Tesla, tu as le réseau, bon, les différents constructeurs, etc. Bon, puis là, si on regarde le plan, je ne l'ai pas devant les yeux, mais le plan stratégique d'Hydro-Québec, je pense que date de 2023. C'était rien de nouveau en soi. Puis ce qu'on nous dit aussi, c'est que le circuit électrique va demeurer de toute façon après 2029 ou 2030. Fait qu'il y avait comme eu une confusion là-dessus, un peu comme tu sais, je ne sais pas pourquoi, quand on parle de véhicules électriques, pourquoi ça soulève autant les passions, c'est-à-dire que ce soit ceux qui sont pour que ceux qui sont contre.
je sais pas, tout le monde, les gens prennent ça comme une attaque de fond, un peu comme quand on traite davantage, tu sais, de façon plus générale, d'Hydro-Québec, comment que les gens ont comme. On dirait que leur identité, leur amour-propre et Hydro-Québec, ça ne fait qu'un. Là. Moi, ça me Ah dépasse. ouais, moi ça m'épate tout le temps aussi, ce genre de truc-là. C'est comme si j'ai l'impression de revenir dans mon enfance quand t'avais quelqu'un qui utilisait le PlayStation puis qui disait que c'était mieux qu'un Xbox, puis t'avais l'autre Ouais, qui voulait y casser les dents. Tu sais, ou moi j'aime mieux Pepsi, l'autre aime mieux Coke, moi je suis plus la batte bleue, Molson Dry. Tu sais, il y a des trucs comme ça, moi, que j'ai. oui, Ou oui. Ford versus Oui, Dodge, tu je sais. pensais à ça, ouais. Il y a comme quelque chose là-dedans qui, pour moi, me fascine un peu, là. Mais voici, c'est ça, le post original, c'était lui, Ouais. de Thomas Gerbet, qui dit: Le gouvernement Legault réfléchit à comment faire contribuer les propriétaires de véhicules électriques aux recettes de l'État pour financer les routes et le transport collectif. Justement, on y viendra plus tard, l'histoire du Mhm. transport collectif. Avec 2 millions de véhicules électriques sur les routes en 2035, ça, c'est un peu dans leur rêve, là, mais mettons. Les recettes de la taxe sur l'essence vont fondre. Selon le ministre Pierre Fitzgibbon, sa collègue du ministère des Transports, Geneviève Guilbeault, est responsable de préparer un plan prochainement sur ça. Il y a une conversation au gouvernement sur le manque à gagner des taxes avec les véhicules électriques, ajoute Hydro-Québec. Ça, pour moi, je comprends pas les gens qui, à l'époque, disaient que, ben non, ça arrivera jamais, ça. Je veux dire, pour moi, c'était une évidence dès le jour 1 que ça allait arriver Ben un jour ou voyons. l'autre. Ben voyons. La bête ne se prive jamais, les amis. Jamais, 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 jamais. Ça, si vous croyez ça, vous devez, je ne sais pas, aller passer un examen de la vue ou aller chez l'ORL, quelque chose, là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous. Si vous pensez que le gouvernement va se priver de quoi que ce soit, ça n'arrivera pas. Si les revenus de quelque chose fondent, ils vont trouver le moyen d'aller le chercher ailleurs. Ça n'arrivera pas. Là. Dans un premier temps, c'est comme ça pour des raisons d'incitatif. Mais Mhm. lorsque les comportements à adopter, parce que c'est ça qu'on jasait un peu en pré-show, le modèle n'est pas viable. Tu peux pas avoir, tu peux pas faire poser le fardeau du financement sur une partie de la population dont l'objectif est qu'il diminue. Ben oui, c'est ça. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Fait que, tu sais, c'est un peu comme si tu commences à budgéter tes affaires en fonction des taxes et cigarettes. Et puis tu te dis, d'un côté, tu te dis, ben, le but, c'est que le monde arrête de fumer. Puis de l'autre, tu te dis, hey, c'est payant, hein, ces taxes-là. C'est le fun, ça rentre. Ouais, mais le jour où il n'y aura plus personne qui fume, puis que le montant relié à ça va disparaître, si ça arrive, ben, ils vont inventer une autre affaire. Non, puis en plus, ici, tu sais, pour être tout à fait honnête, la bête, ça n'est jamais tout à fait caché non plus. Tu sais, tu mentionnais plutôt Robert Poetti. Je pense que j'avais parlé dans un édito précédent, je crois l'an dernier. À l'époque que je militais encore beaucoup au PLQ, j'avais été assister à un événement, puis il y avait Robert Poetti qui était là, puis il l'avait dit lui-même, puis là, c'était genre en 2015, là. Puis il avait dit non, éventuellement, tu sais, les voies réservées, puis les véhicules électriques, quand on va avoir un auto électrique, on va enlever ça, puis nanana, puis bon, tu sais, donc à quoi les gens s'attendaient, ceux qui sont pris par surprise, de dire qu'éventuellement, on va s'en aller vers ça. Maintenant, on peut s'interroger sur le quand. Moi, j'en avais discuté avec un auditeur en fin de semaine, parce que lui, ce qui me faisait remarquer, c'est qu'en quelque part, ben, s'ils veulent faire ça, le timing n'est peut-être pas super bon. On sent qu'on a encore les objectifs, c'est 2030, 2035, d'avoir un maximum de véhicules sur les routes en prévision du fait qu'il y aura interdiction de vente de véhicules à essence à partir de 2035. Mais là, c'est parce que tu dis, ben là, c'est parce que si tu te mets à les taxer maintenant, pendant que l'autre bord, tu veux restreindre, tu veux éventuellement en arriver à une interdiction complète de vente de véhicules à essence, c'est un peu bizarre. Là. Il y a un manque de cohérence comme tant de choses avec le gouvernement ici, dans le Mhm. fond. Là. Donc, Oh, ouais, on peut s'interroger sur le quand ou c'est même sur très le comment. incohérent. Et Mais on concernant peut les. essayer pareil. C'est ça, mais concernant les bornes, parce que là, Mhm. j'ai retrouvé le truc, là, Ouais. Patrice Roy, ça a été retweeté par Thomas Gerbet sur son compte Twitter, dit des bornes privées et une possible taxe pour recharger sa voiture. Les propriétaires de véhicules électriques vont bientôt devoir payer plus cher. Et là, il y a une petite vidéo. Je vais la faire apparaître à l'écran. Ça va comme suit. Une dizaine de dollars suffisent à James pour le plein d'électricité. Mais les temps sont comptés pour les recharges abordables sur les bornes publiques, puisqu'Hydro-Québec compte les léguer au secteur privé. Je pense qu'on est foutu parce que s'ils vendent ça, le privé va augmenter les prix. On va dépendre d'eux à 100%. Hydro-Québec détient 5500 bornes sur son circuit électrique et en ajoutera d'ici 6 ans 2500 rapides et 4500 standards.
Mais pour répondre à la demande des quelques 2 millions de véhicules électriques anticipés sur les routes de la belle province en 2030, l'appui du privé est nécessaire selon la société d'État. Donc nous, on est là pour donner l'impulsion et puis quand le secteur privé va arriver, on va se retirer. Des entreprises comme Tesla et Petro-Canada ont déjà un pied dans le réseau de recharge au Québec. Les tarifs sont maintenant basés sur le nombre de kilowattheures et non plus sur le temps passé à la prise. Les tarifs vont augmenter, ça va de soi, parce qu'on veut s'assurer que ce soit viable. Mais de là à dire que les tarifs vont arriver à un point tel que ça va devenir aussi cher que de faire le plein d'essence, c'est pas du tout ce qui va arriver. Seuls 10 % des recharges se font sur les bornes publiques. 90 % des branchements sont à domicile selon Hydro-Québec. Mais la nouveauté, ce sera les tarifs variables d'une borne à l'autre, voire selon les régions, à la manière des stations-service qui affichent leurs ambitions pour ce marché en plein essor. On a quand même des stations-service partout au Québec. On est sur tout le territoire québécois, même dans des endroits peu densément peuplés. Donc, on a quand même les meilleurs endroits pour le faire. Hydro-Québec pourrait maintenir le service dans les régions éloignées, mais la fiabilité du réseau privé soulève des questions. C'est ce qui me fait peur aussi, c'est pas la hausse des tarifs, c'est surtout le fait que des nouvelles compagnies, avec des nouveaux réseaux de recharge qui vont arriver et qui vont peut-être pas être aussi assidus sur l'entretien de ces bornes. Surtout, on sait au Québec, avec l'hiver qu'on a. Québec dispose d'une enveloppe de 50 millions de dollars d'ici 2025 pour subventionner l'installation de bornes de recharge rapide par des entreprises privées dans des endroits stratégiques. Ici Jean. Fait qu'en gros, eux autres, la seule affaire qui les dérange là-dedans, c'est qu'il y ait du privé d'impliqué dans ça. Tout le reste, ça a l'air à ne pas les déranger du tout. Là. Je sais pas, la personne qui se préoccupe de la fiabilité du privé, je veux dire, c'est pas comme si Hydro-Québec n'avait pas ses propres enjeux de fiabilité. Évidemment, je ne veux pas confondre les pommes avec les oranges, parce que je pense que les bornes d'hydro, ça marche quand même assez bien, mais on avait encore un texte ce matin. Juste dire, c'est quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé gazer au poste d'essence puis ça ne marchait pas? Ben, il y a ça, oui. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Moi, le courant, je sais qu'il coupe chez nous une fois de temps en temps quand il pleut ou qu'il neige. Là. Mais la dernière fois que je suis allé au poste d'essence, je pense dans toute ma vie, c'est arrivé 2 fois que je suis allé au poste d'essence qui avait une borne fermée en disant que c'était brisé, mais j'étais allé à celle d'à côté. Là. Ben oui. Genre fermé parce qu'il n'y a rien qui marche. C'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Puis d'autre part, là, c'est pas vraiment du privé, considérant le fait que le courant qui est branché dedans, c'est Hydro qui le produit. Il est où le prix? Tu sais, dans le fond, la borne a été installée par une compagnie privée où elle appartient à une compagnie privée, mais le gros du tarif, là, il va être géré par Hydro-Québec. C'est le courant qui est dedans. Ben oui. Parce que l'entreprise privée va pouvoir prendre une cote là-dessus pour rembourser la machine puis se faire un profit. Là. Mais c'est pas du tout le même ordre d'idée que, par exemple, le pétrole qui est dans le gaz, l'essence qui est dans le tank à la station-service qui rentre dans votre voiture. Lui, il appartient pas à Hydro-Québec. Là. Non, c'est ça. C'est que moi, je pense que le gros du tarif va être géré par l'Hydro là-dedans. Là. Et je vois pas comment. Dans le fond, c'est impossible que si. Je vois pas comment ces bornes-là, même s'ils appartenaient à Couche-Tard ou Petro-Canada ou whatever, rebaptisés, je sais pas, Courant Canada, là, ils pourront pas vous vendre ça 8 fois le prix juste pour le plaisir. Non, non, c'est ça. Tu vas quand même encore avoir des lois du marché qui vont embarquer. Puis de toute façon, c'est pas comme si, puis c'était un peu là-dessus que j'avais commencé, c'est pas comme si Hydro-Québec n'avait pas déjà assez d'affaires à gérer, de problèmes à régler. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça me paraît juste normal que, bon. Puis c'est déjà le cas, en fait, c'est ça. Je mentionnais plus tôt, on a vu Daniel Breton brièvement dans la vidéo, mais il a refait aussi un post dernièrement sur Facebook, c'est que justement, il venait préciser ça. C'est ça, je mentionnais plus tôt. Il n'y a pas tant d'éléments nouveaux dans cette annonce-là, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça a pris ampleur de même, puis qu'on a encore la crainte du méchant privé, même si, comme tu l'as dit, en fait, je pense que c'est ça le nœud de l'affaire, c'est que le courant va continuer de venir d'Hydro-Québec pareil. Fait que... Ben là, tu sais, c'est du privé branché sur un monopole d'État, tu sais, je veux dire. Oui. Tu sais, à moins que tu ailles te brancher sur une borne que le courant est produit par l'Alcan ou je sais pas, là, mais tu sais. By the way, Daniel Breton, lui, nous dit que le reportage de Radio-Canada et le travail des journalistes, c'est de la grosse merde, là. Grosso modo. Là. Quand même un peu spécial, pareil. Là. Je me garde du sujet 2 secondes, là, mais non, vas-y. On a quand même des gens qui nous ont dit pendant des années que critiquer des journalistes, ça, c'était du populisme à l'américaine.
puis que Poilievre, là, il importait Oui. le style Trumpiste des États-Unis. Là. Ici, là, on respecte l'indépendance des journalistes, puis on ne s'en prend jamais à eux. Dans les dernières semaines, là, PSPP qui nous a dit que les journalistes avaient mis des affaires de lui en train de pleurer qu'il n'aurait pas dû. Après ça, il invente des trucs sur ses propos par Ouais. rapport au déportement des Acadiens ou je ne sais plus trop quoi. Après ça, on a Bruno Marchand qui dit que les journalistes, les médias le citent hors contexte. Là, on a lui qui nous dit que Thomas Gerbet, finalement, il ne sait pas de quoi il parle. C'est même écrit dans son post Facebook. S'il avait lu, puis s'il s'informait, puis il saurait. Ouais, Puis, ouais. après ça, Fitzgibbon qui constamment dit que le journal, c'est un tabloïd bas de gamme puis qui raconte n'importe quoi. C'est chaque jour. Là. Chaque jour, il y a des politiciens maintenant qui se permettent d'attaquer les journalistes et les médias. Ça n'a pas l'air à déranger tout le monde. Ben, si tu es un conservateur, mettons, si tu es Poilievre ou si tu es Duhem ou si tu es un autre, ben là, ça, c'est grave parce que tu portes atteinte à la démocratie. Mais si tu es idéalement de gauche, il n'y a pas de problème. Tu peux pisser sur les journalistes, même si tu veux. Il n'y a aucun problème. Aucun Ça a l'air problème. que ça ne dérange pas personne. Il n'y a jamais personne qui va aller en dessous d'un truc de Plamondon ou de Daniel Breton en train de leur dire hey, mais vous êtes en train d'attaquer la démocratie, là. L'indépendance des médias, puis vous remettez en question l'intégrité des médias et leurs compétences, mais c'est pas un peu Donald Trump comme approche? Oui. Personne ne va faire ça. Là. Non, personne ne va dire que Breton, c'est un Trumpiste. Là, ça, c'est non, sûr. personne ne va dire que Breton ou Plamondon, c'est des Trumpistes. Là. Pourtant, ben, je suis désolé, mais s'il est bon pour Minou, il est bon pour Pitou. Si on dit que c'est pas acceptable, ben, ce ne sera pas full acceptable pour Gabriel Nadeau-Dubois puis PSPP, puis pas acceptable pour Duhem. Là. Ça marche pas de même. Là. En tout Mais cas, non, ça devrait pas marcher ça de devrait même. pas. Ça devrait pas marcher de même. Mais là, visiblement, les transports, c'est vraiment un dossier qui est. Je sais pas, on dirait que c'est comme l'unique problème en ce moment au Québec. On ne doit pas avoir d'hôpitaux qui ne marchent pas, puis de système d'éducation, puis de Le privé n'a pas garderie. vraiment créé de job depuis X nombre d'années. C'est ça. Mais L'immobilier, là, c'est plus achetable. Ah oui, par là. mais justement, parlant de Thomas Gerbet, c'est parce que la semaine passée, il a fait jaser pas mal. Là. Le truc qu'il a publié sur les déficits des sociétés de transport, c'est quand même assez spectaculaire, merci. Là. Je l'ai ici, là. Je vais vous le mettre à l'écran parce que c'est spectaculaire là, ce qu'il a amené. Là. Ça peut bien pas marcher. Je vais vous le mettre comme ça ici. Avec les revenus généraux, le déficit résiduel de l'an dernier atteignait 1,3 milliard de dollars pour l'ensemble des sociétés de transport du Grand Montréal. Les villes prennent partie de ce trou, mais pas assez pour le combler, d'où l'enjeu avec Québec. Et là quand on zoome, il n'y a aucun service qui est rentable. Aucun. Regarde les déficits. Là. Le métro, dans le trou de 216 millions. Le train, la ligne Vaudreuil, Mont-Saint-Hilaire, Candiac, Mascouche, toutes déficitaires pour un total de 180 millions. Le REM, dans le trou de 20,6 millions. Service express métropolitain, je ne sais pas trop c'est quoi, là, l'Express Chevrier, 3,2 millions. C'est des autobus. C'est des autobus. Service d'autobus, la STM, la RTL, la STL, Exo-Nord, Exo-Sud, pour un total quasiment d'1 milliard, eux autres. 953 millions dans le trou. Puis le transport adapté, 89 millions dans le trou. Pour un total de quasiment 1,5 milliard de dollars. Il n'y en a pas un là-dedans qui a généré un revenu. Pas un. Puis on comprend, là, ça peut être un service à but non lucratif à quelque part. Moi, je ne m'attends pas à ce que ces sociétés-là fassent des profits. Comme on ne s'attend pas qu'un hôpital, mettons, fasse un profit non plus dans le régime actuel. Mais sacrément, s'il y avait 125 000 de déficit, personne n'en parlerait. Là. Ouais, mais là, c'est ça. Mais là, c'est des déficits structurels de millions de dollars. Mais comment ça que je regarde ça puis que les embauches ne sont pas gelées puis qu'il y a des gens payés pour faire des pubs puis des publications Facebook, animer les réseaux sociaux puis c'est comment c'est géré ce truc-là? Ah oui, puis encore une fois, l'idée, c'est pas qu'il tourne un profit, c'est que, mettons, qu'il soit pas trop dans le rouge, idéalement autour de zéro, on serait content, tu sais. Mais c'est pas compliqué. Juste avant que tu continues,
c'est pas compliqué, là. S'ils sont pas capables d'arriver avec les revenus qui rentrent, soit il n'y a pas assez de revenus, ou soit il y a trop de dépenses, ou soit les deux. Moi, je pense que c'est probablement un joli mélange de tout ça. C'est-à-dire que le prix qui est payé par les usagers, notamment, doit être inférieur à ce qui devrait être chargé. Puis malheureusement, ben, il y a beaucoup trop de dépenses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de dépenses dans ces structures-là, à tel point que, tu sais, on l'avait vu il y a quelques mois, on en avait parlé, tu avais les différentes sociétés de transport du Québec, pas juste parce que ça, c'est la région de Montréal, mais il y en a à la grandeur du Québec, là, quand même. Il y en a à Québec, à Lévis, à Chicoutimi, à Trois-Rivières. Il y en a à plusieurs endroits. Ben, on voyait que selon où tu regardais, le pourcentage de gens dédiés à l'administration pouvait varier de 10%. Donc, par exemple, je pense que Longueuil était un des moins pires, Ouais. avec une administration qui est à peu près 10% de tout le staff. À Québec ou Lévis, ça montait à 20%. Ouais, c'est beaucoup, là. Et là, tu te dis, mais là, attendez un peu, là, c'est pas normal qu'à Longueuil, ça prenne 10% du staff administrer le tout, puis les autres, ils travaillent. Là. Le service n'est pas moins bon à Longueuil qu'à Lévis ou à Québec. Ben, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est clair là-dedans qu'il y a un manque, il y a une restructuration qui est à avoir. Et là, ben, Guilbeault, ben, tu voulais dire de quoi, vas-y? Ben, j'avais plusieurs choses à dire, mais avant, juste, puis on reviendra, mais juste, moi, je dirais même jusqu'à dire, tu sais, on peut, tu sais, quand tu parles des dépenses, on peut même s'interroger au niveau de l'offre. Il n'y a pas personne qui a été game de le faire. Là. Moi, je vais sauter, je vais jeter un pavé dans la marge, mais tu sais, on peut très bien concevoir qu'il y a des places qu'il pourrait y avoir plus de lignes, plus de services, mais est-ce qu'il y a des places qu'il y en a trop? Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Ben oui. Je peux concevoir qu'il y a des lignes qui vont être moins populaires, voire même qui vont être un peu plus déficitaires, parce que ça fait partie d'un tout qui va t'amener d'un endroit moins achalandé vers un endroit plus achalandé. Fait que tout ça pris ensemble, ça peut faire du sens. Moi, on a tous déjà vu des fois des lignes qu'on s'est tous déjà gratté en se disant, mais comment ça se fait que cette ligne-là existe ou comment ça se fait qu'elle est aussi fréquente? Tu sais, les autobus avec à peu près personne dedans, que tu te dis, ouais, ce bus remplace 50 véhicules sur la route. Ouais, mais si ton bus, il n'y a personne dedans, encore faut-il qu'il y ait au moins 50 personnes dans ton bus, là, je ne sais pas, tu sais, pour que ça remplace 50 autos, je ne sais pas, là. Il y a ça aussi, c'est ça. là. Puis, tu sais, ça, c'est le gros avantage du bus ou du taxi ou de tout autre moyen non structurant de transport. Parce que ta ligne de tramway là, que tu vas faire dans le sol ou ta ligne de métro, là, si tu t'es trompé et elle est vide, là, elle va être vide longtemps en sacrement. Ben oui. Là, tu peux pas enlever, fermer station et dire, ben là, finalement, il n'y a pas d'achat. Tu sais, faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Là. Non. Puis là-dessus, tu sais, parce que ça, pour rappel, tu sais, Geneviève Guilbeault, elle a dit en gros, ben, c'est pas à Québec de s'occuper de ça, c'est aux villes de s'occuper de ça. Puis là-dessus, je vais peut-être un peu, peut-être pas me distinguer, peut-être amener un éclairage un peu différent de ce qu'on a pu entendre ces derniers jours. Tu sais, même, je me rappelle, lundi, dans le Patreon, vous avez fait jouer Yasmine, puis Yasmine Abdel-Fadel, puis Marc-André Leclerc, qui fait de la prise de bec. Mais pas de la prise de bec, mais disons des tensions entre Guilbeault d'une part, puis certaines maires et mairesses d'autre part, tu sais. Ben moi, je suis d'accord avec le ministre Guilbeault de dire que, tu sais, en quelque part, effectivement, tout ce qui est le niveau local, tout ça, je veux dire, c'est pas à Québec. Tu sais, ce que je viens de parler il y a quelques instants, de dire, ben là, peut-être qu'il y a des lignes qui sont plus rentables que d'autres, peut-être qu'il y aurait moyen de rationaliser des lignes, etc. Tu sais, peut-être que vous pourriez couper une coupe de postes dans l'administration. Tu sais, c'est pas à Québec de faire ça. C'est au niveau local de faire ça. Sur société de transport, tu sais, de gérer mieux, puis ultimement, c'est le municipal qui échappote. Très bien, mais il y a une affaire, par exemple, où est-ce que je trouve que la ministre, tu dis, tu peux pas. Comment je te dirais ça? Tu ne peux pas juste t'en laver les mains complètement. C'est-à-dire que, tu sais, si la RTM est dans le trou tant que ça, la RTM, on a vu, là, tu sais, tu as des gens, tu sais, à Mascouche, ça ne marche pas. À Mascouche, c'est pas rentable. À Vaudreuil-Dorion, c'est pas rentable. Puis à Saint-Hilaire, c'est pas rentable. Puis tout ce territoire-là. Là, c'était rendu avec un genre de triangle qui fait toute la région métropolitaine, là. Je veux dire, là, c'est parce que ça déborde le simple cadre local quand tu es rendu à faire à peu près toute la CMM, là. Là, malheureusement, même si je comprends le principe, même si je ne renie pas ce que vous avez discuté ces derniers jours, de dire, par exemple, ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça va être maintenant aux villes de taxer pour leur maudite niaiserie. Fait que là, le citoyen va le sentir plus directement à son portefeuille. Fait qu'on a une chance de se débarrasser finalement des maires un peu sautés sur le crinque, puis un petit peu trop green à notre goût. Là. Mais ça, j'en suis à 100%, mais le fait est qu'actuellement, je comprends ce que Québec tu veux dire. De quoi? Parce que je comprends ce que tu veux dire. C'est que ça, là, c'est rendu trop global. C'est ça. Puis même les chiffres, comme je l'ai dit, les chiffres que montre Gerbet, c'est juste pour la région de Montréal. Il y en a ailleurs. Là.
Ça va pas mieux ailleurs. Là. Tu sais, l'éponger les déficits qu'ils voulaient. Là. Puis, tu sais, là, c'est un problème structurel parce que il y a déjà un chèque qui est allongé. Hein. Ben oui. Puis ça ne marche pas plus. Là. Surtout que Québec a une part de responsabilité là-dedans jusqu'à un certain point. Ce que je me rappelle, Yann, il racontait que maintenant, dans son coin de pays, Cabano, tout ça, sont obligés de. Tu sais, je pense que une loi de Québec, on en a peut-être même parlé précédemment là, dans un des podcasts que. Je ne sais plus si c'était Yann ou toi ou comment vous l'avez abordé, mais je sais qu'Yann avait mentionné qu'en gros, maintenant, ils sont obligés d'avoir un service de transport en commun dans son secteur d'origine, qui est quand même plus rural, tu sais, que, mettons, Québec, Lévis, etc., ou dans mon coin, tu sais, ça arrive ça de Montréal. Mais là, c'est parce que tu dis, à partir du moment que Québec impose aux villes d'offrir une quelconque offre de transport en commun, il y a des places que ça n'a juste pas rapport, que la demande n'est juste pas là, tu sais. Mais là, c'est parce que tu leur imposes par définition de faire un service qui ne peut pas marcher, tu sais, c'est mort-né en quelque part, c'est sûr que ça va failer. Fait que, tu sais, c'est facile pour la ministre de dire, ben, c'est pas à nous autres de s'occuper de ça, c'est au local à gérer ça. Ben oui, mais c'est parce que c'est vous-même qui mettez des exigences au niveau local. Mais prends ça de l'autre bord aussi. De l'autre bord, c'est pas comme si le local n'en voulait pas de moins en moins non plus des pouvoirs, puis des bébelles, puis des ci, puis des ça. Ben, c'est ça, là. Fait que tout le monde a un peu tard là-dedans, tu sais. Ouais, non, pour vrai, je sais pas. Ça s'en va, c'est clair, ça s'en va pas dans la bonne Mais je pense direction, cette que affaire-là, ça parce vient un que. peu. Oui, Oui, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, ça s'en va pas dans la bonne direction parce que là, à un moment donné, si le truc est déficitaire à grandeur, puis il n'y a pas personne qui est capable de boucler la boucle avec le budget qu'il y a, c'est qu'il y a un problème qui est structurel. Il y a un problème qui est structurel dans ces organisations-là et il y a un problème structurel dans les organisations, dans l'organisation globale du transport en commun, au point où on se pose la question de ben là, mané, build it and they will come, mais ils viennent-tu? Ça marche-tu, cette affaire-là? Là? Parce que là, on n'arrête pas de nous dire que le service est saturé, puis que c'est ci, puis c'est ça. Mais moi, de ce que j'entends, c'est que l'achalandage n'est jamais revenu au niveau pré-pandémique. Non. Fait que là, ben, ça fait des gens qui ne payent pas qui n'achètent plus de tickets parce qu'ils d'autobus ou de passes mensuelles pour prendre l'autobus parce qu'ils travaillent de la maison. Donc là, ça fait des manques à gagner, évidemment, pour ces sociétés de transport-là. Mais en même temps qu'ils prennent acte de cette réalité-là pour le manque de revenus, mais ils ne prennent pas acte de cette réalité-là sur l'idée générale que peut-être là, on devrait se concentrer sur ce qu'on a fait et s'arranger pour que ça arrête d'être déficitaire, quitte à prendre les grands moyens pour restructurer, peut-être confier certaines affaires au privé, hein, le méchant privé. Peut-être qu'il y a des lignes où le public n'a pas d'affaires là-dedans, puis peut-être qu'il y a des entreprises qui pourraient reprendre le flambeau là-dedans, comme ça existe dans plein d'endroits en passant. Là. Parce que là, eux veulent continuer de développer l'offre. Là, ils veulent des prolongements des lignes de métro partout, ils veulent des tramways partout, ils veulent tout partout. Ouais, mais ça ne marche pas, là, gang. Là. Ça ne marche pas. La Société de transport de Québec qui est en déficit, puis ils veulent rajouter à ça un tramway. C'est parce que comment est-ce qu'on est censé croire que ça ne sera pas encore largement déficitaire et que. Je pense que vous m'avez perdu quelques secondes, mais je suis de retour. Comment on est censé croire que ces sociétés-là ne seront pas encore plus dans le trouble et qu'elles n'auront pas encore plus d'argent si on rajoute des lignes, on rajoute des projets, on rajoute des affaires? Ça ne peut pas marcher. Là. Ben, c'est ça que je m'en allais dire tout à l'heure. Je suis en train de me demander, en fait, je pense que la meilleure solution à ça, c'est de revenir à ce que Vincent mentionne de temps à autre, c'est de revenir finalement aux missions de base, aux missions primaires, justement. Parce que, encore une fois, l'enjeu, c'est pas qu'il y a trop d'argent. C'est pas en fait, c'est ça, c'est qu'il y a trop d'argent dans le système. C'est pas qu'il n'y en a pas assez. C'est pas parce que nos politicos n'ont pas assez de pouvoir, bien au contraire. Je pense qu'il faut prendre. Ça va prendre une certaine humilité de nos politiques. Et bon, ça déjà. Juste de le dire, on a envie de rire. Mais tu sais, ça, c'est peut-être que là, finalement, on en a trop pris, tu sais. Quand on n'est pas capable, je l'aurais souvent répété, tu sais, Denis Coderre qui dit qu'on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Ouais, ben là, parce qu'on rampe à quatre pattes un petit peu là, dans nos services publics là, en termes de rendre nos services. Vous êtes capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. C'est ça, il y a peut-être temps de prendre un pas de recul de plus. Puis, tu sais, là, il y en a qui vont dire qu'on fait l'apologie des ruptures de service puis des bris de service puis de moins de services. Ouais, mais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout s'offrir. C'est très, très terre-à-terre ce que je dis là, mais il y a peut-être des choses qu'on peut juste pas s'offrir, qui ne sont pas vraiment nécessaires, est-ce qu'il y a une demande si grande que ça? Bon, là, je me doute bien que certains vont nous répondre qu'on a une planète à sauver, mais là, à un moment donné... mais là, on a une planète à sauver à un moment donné et ça ne marche pas, vos affaires, ça ne marche pas. Là.
Tu sais, je veux dire, après ça, vous nous demandez, vous nous dites que vous allez gérer le climat, sacrément, vous n'êtes pas capable de gérer des sociétés de transport sans faire des millions, pour ne pas dire des milliards de déficit de manière structurelle. Tu sais, à un moment donné, là, s'il faut montrer, tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait de l'aménagement paysager. Là, tu dis, OK, pour les fleurs, il n'est pas bon, pour les pierres, il n'est pas bon, pour l'entrée, il n'est pas bon. Il n'a pas été capable non plus de faire un escalier, tu sais, pour amener il n'y a rien qui marche. Puis après ça, il te dit, ben, je pense à ça, je vais aussi vous déneiger, puis je vais changer votre toiture. Ouais, non, attends un peu. Là. Je regarde ce que tu fais pour l'aménagement paysager. Je pense que pour la toiture, je vais engager quelqu'un d'autre. Mais là, c'est ça l'affaire, là, c'est qu'ils sont rien capables de faire sans que ça Non, amène à non. des défis. Tu sais, regardez autour de vous, là, tout ce qui est géré par l'État est déficitaire et largement problématique. La santé, l'éducation, les transports. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait au moins un qui marche quelque part pour qu'on puisse tabler là-dessus et se dire, OK, là, ça, sur ça, on est capable de bien fonctionner. Ben c'est ça va pas plus mal en transport que ça va qu'en éducation ou en santé. Et tu sais, ça, je pense, ça mérite d'être dit. Ben justement, ben en fait, c'est un peu ça que je redoute, je pense, c'est que justement, je ne sais pas trop comment ils vont régler cette histoire-là au niveau du transport en commun. On va le voir bien assez tôt. Puis j'ai l'impression, en tout cas, j'espère juste que ça ne nous coûtera pas trop cher, même si, bon, je ne garderai pas mes espoirs trop hauts là-dessus. Là. Mais l'idée, je pense que c'est un peu ça que je redoute pour le Québec de façon générale. En fond, c'est l'enjeu. En fait, c'est le problème du modèle québécois de façon générale. Je pense qu'il y a comme une forme d'hyper-normalisation. C'est que finalement, tout le monde sait que le modèle ne fonctionne pas vraiment, qui n'est pas vraiment viable à long terme, que maintenant, ça perd de l'argent, que c'est pas On soutenable. pèle ça par en avant. On pèle ça par en avant, puis c'est comme, bah, c'est le même, tu sais. Mais moi, j'en ai une petite idée de comment ça va finir, à court terme en tout cas, là, ou à moyen terme. Mm-hmm. Puis on va écouter l'extrait, parce qu'il y a un court extrait où on entend la ministre Guilbeault, puis après ça, on va aller sur Patreon. Oui. La ministre Guilbeault, Bruno Marchand et Legault qui répond à Marchand. Et il manque un acteur dans cette triste comédie-là, puis on va y venir juste après. Donc, voici l'extrait. Est-ce que c'est au gouvernement de financer systématiquement des déficits de sociétés de transport année après année? Ma réponse à moi, c'est non. J'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable. Geneviève est à la même place que moi, puis elle a de la vision. Les maires, c'est toujours plus facile de quitter à Québec que d'augmenter ou de faire un ménage dans leurs dépenses. Mais ça, c'est à l'image de qui? Il a raison hein, sur ce qu'il vient de dire. Il a raison sur toute la ligne. Mais le Québec, puis Geneviève Guilbeault, on ne l'entend pas là-dedans, mais il y a quelque chose qu'elle dit qui n'est pas vrai. Elle dit, moi, je ne peux pas faire ça. Elle dit, moi, comme ministre, puis nous, le gouvernement du Québec, on ne peut pas faire ça. Refiler la facture de nos déficits à d'autres. Ah, ouais. Et là, c'est pour ça que je te dis, il manque le troisième acteur dans la pièce de théâtre qui est le fédéral. Ouais. Je sais très bien la prochaine étape, ça va être quoi? Écrivez ça quelque part. Là. La prochaine étape, ce sera les maires et le gouvernement du Québec qui disent à l'unisson que le fédéral ne fait pas sa part, que dans le contexte des changements climatiques, si on avait un gouvernement fédéral sérieux qui veut lutter contre les gaz à effet de serre puis toute la patente, il doit faire sa part et faire des transferts sans condition au Québec, que Québec utilisera pour faire n'importe quoi avec, là, mais ça, c'est pas important, pour qu'on puisse financer les sociétés de transport, parce que là, c'est plus viable. Là, ça ne marche plus. Et là, ils vont nous sortir des chiffres comme en santé. En 1987, le fédéral donnait tant, il ne donne pas plus depuis ce temps-là. C'est sûr que c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va parce que on est dans un cul-de-sac. Là. On est dans un cul-de-sac. Les maires ne voudront pas porter l'odieux d'aller dans toutes les maisons et lui dire ben maintenant, ça coûte 150$ de plus sur vos taxes municipales encore. On sait, on vient de les augmenter, mais on les augmente encore parce qu'on ne sait plus quoi faire avec nos sociétés de transport. Parce que couper des jobs puis rationaliser des dépenses dans ces sociétés-là, j'y crois vraiment peu. Non. Et quand il dit, Legault, c'est bien plus facile d'aller quêter que de faire le ménage dans ses dépenses. Chris, parles-tu de lui?
En tout Parce cas, que ça le reste. gouvernement du Québec, c'est un pas pire expert là-dedans aussi, Ben là. oui, ben oui, ben oui, Pour ben faire le oui. ménage de ses dépenses puis aller broyer à papa fédéral ou maman fédéral, là, que ça nous prend des transferts sans condition, là. L'affaire, c'est que le fédéral, il n'y en a plus il y en a plus d'argent non plus. Puis, mec, Poilievre rentre, parce que je pense qu'on peut parler de. C'est pas une question de s'il va C'est rentrer, mais ça va plutôt être de quand. quand l'élection va être. Ils la trouveront pas drôle, nos maires, là. Puis peut-être certains premiers ministres dépensiers non plus, là, particulièrement au Québec, là. Non. Ça risque de pas être tout à fait Ça drôle. va être rough. Tu voulais nous parler de quoi dans la partie Patreon? Oui, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention tout récemment. C'était par rapport à l'intimidation dans les écoles. Bon, il y a une mère de famille que, bon, ses 2 enfants, bon, ils ont différents problèmes de développement. Disons, c'est pas trop. Tu sais, on donne pas trop de détails dans l'article, on comprend un peu pourquoi, là, parce que, bon, puis c'est. Enfin, bref, ces enfants, ils vivent de l'intimidation à l'école, puis ça va assez très loin de sa agression physique, etc. Puis OK. la mère raconte, ben, en fait, il y a un avocat là, qui est François-David Bernier, qui est souvent à TVA. Là, c'est l'avocat de TVA. Ben, je ne dirais pas l'avocat de TVA, mais c'est souvent lui il faisait des chroniques à un Ouais. moment donné. Là. Ben, il répond un peu il présente un peu c'est comment que les commissions scolaires répondent par rapport à ça quand que les parents sont allés. Puis ça m'a. Ben, les jambes me sont les bras me sont tombés à terre. Tu sais, ça fait le pont avec un sujet que vous avez abordé il y a quelques mois. Il y avait l'histoire à Berthierville et tout. Là, vous en avez parlé sur Patreon. Je trouvais que c'était un bon sujet pour Patreon aussi. Là. Parfait. Donc, on va en discuter dans quelques instants. Vous pouvez vous joindre à nous. Oui.